Alors, on va laisser la parole du coup à Élise Saurin et Laura Bessoit, une nouvelle fois Laura, pour parler de la continuité de l'utilisation des biodéchets, mais cette fois sous forme de leur capacité à fertiliser des systèmes de culture verticaux et en hydroponie. Voilà, c'est ça qui va vous être présenté avec différentes modalités, différents résultats. Alors, à vous la parole. Donc oui, là c'est ça, on a une seconde tâche de l'action 2 du projet Techno, c'était d'évaluer la possibilité d'intégrer des produits résiduaires d'origine organique en hydroponie. Je me rapproche du coup. Donc là c'était vraiment plus une expérimentation de façon exploratoire. Donc on va vous présenter tout ça. Pour remettre un peu dans le contexte, donc l'hydroponie, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une technique de culture hors sol, avec des substrats inertes qui peuvent être de différentes natures, et la nutrition des plantes, elle est gérée par des apports de solutions nutritives. En hydroponie classique, en fait, les apports ils sont gérés de façon externe avec des sels minéraux qui sont soit de synthèse, soit souvent d'origine naturelle non renouvelable. Donc là, tout l'enjeu du projet, c'était de se rapprocher de ce qu'on appelle la bioponie, c'est-à-dire cultiver sur système hydroponique avec des produits d'origine organique. Et l'enjeu supplémentaire ici, c'était bien sûr, dans tout ce qu'on vous a dit un peu précédemment aussi, d'utiliser des produits qui soient à partir de résidus urbains pour rentrer dans le cycle de tout ce qui est économie circulaire. Donc l'intérêt, en fait, c'était parce qu'il y a une forte demande pour répondre en fait, aux attentes des producteurs urbains qui cherchent à réduire, voire carrément à stopper l'utilisation de fertilisants d'origine non minérale. Et donc aussi, in fine, d'aller jusqu'à la satisfaction des consommateurs, puisqu'en effet, là, on sait très bien qu'en ce moment, la tendance, c'est on consomme local, on consomme sain et on consomme aussi renouvelable. Du coup, ce que je vous disais, c'était voilà, d'avoir une étude exploratoire sur la possibilité d'intégrer ces déchets en hydroponie et donc d'évaluer différents types de fertilisation d'un point de vue de la performance agronomique, mais aussi de la facilité de mise en œuvre. Parce qu'il y a plein de problématiques qui découlent de cette notion d'utiliser des fertilisants organiques. Donc là, l'expérimentation, elle s'est conduite vraiment en conditions simplifiées, c'est-à-dire qu'on a voulu tester des produits, entre guillemets, de façon pure, c'est-à-dire uniquement cela sans complémentation. Donc au niveau des problématiques rencontrées liées à l'utilisation justement de ces produits organiques, c'est déjà que par rapport aux disponibilités, par rapport aux plantes, les molécules organiques, elles ne sont pas directement absorbables par les plantes. Il faut en avoir à l'intermédiaire en fait, à des mécanismes de minéralisation pour que les molécules en fait, se transforment sous forme minérale. Et cette transformation, elle se fait sous l'action de différents micro-organismes. Donc ça, là, c'est l'exemple du schéma de la nitrification, donc pour transformer l'azote organique en azote minéral. Et attention, il y a des contraintes encore plus spécifiques, particulières. C'est par exemple, il faut faire attention de ne pas aller dans le sens inverse, donc avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer de dénitrification quand les conditions du milieu ne sont pas optimum pour les micro-organismes. Voilà, et là c'est un peu un tableau récapitulatif, vraiment les grosses idées, ça c'est un peu plus détaillé dans le compte rendu, des conditions qu'il faut que chaque compartiment, on va dire le compartiment plante et le compartiment micro-organisme, ont besoin pour leur développement optimum. Donc au niveau de la lumière, on voit qu'il n'y a pas trop d'incompatibilité, puisque au niveau des végétaux, on sait que les parties aériennes ont besoin de beaucoup de lumière, mais au niveau des parties racinaires, plutôt tendance à avoir besoin d'obscurité, comme les micro-organismes. Au niveau de l'oxygénation du milieu, chaque compartiment, on va dire, a besoin d'une très bonne oxygénation, et notamment les micro-organismes. Au niveau des températures, par contre, les micro-organismes ont quand même besoin d'une température plus élevée pour être à leur optimum de développement et de croissance. Et au niveau du pH, là c'est un peu un gros frein qu'on verra plus tard dans la présentation des résultats, où le pH en hydroponie, il est conseillé en culture classique d'avoir des pH plutôt acides pour les plantes entre 5,8 et 6,2. Après en fertilisation organique, très honnêtement, il y a beaucoup de choses dans la biblio qui préconisent d'aller plutôt à des pH autour de 7. Et au niveau des micro-organismes, par contre, c'est des pH beaucoup plus basiques qui sont préconisés. Ensuite, au niveau de la concentration en matière organique qu'on va apporter dans le milieu, il va falloir être vigilant de ne pas tout apporter d'un seul coup, en fait, finalement, puisque des excès au niveau de la plante, ça peut avoir des effets de brûlure sur les racines. Et pour les micro-organismes, en fait, un excès de matière organique, va faire qu'il y a des effets antagonistes sur les micro-organismes qui vont augmenter, par exemple, la dénitrification. Et au niveau des concentrations en NH4+, c'est plutôt compatible entre les deux compartiments, vu qu'il faut des concentrations assez faibles.
Donc en plus de ces problématiques, on va dire, de mécanismes, il y a aussi des grandes contraintes techniques, comme je vous le disais, au niveau de la gestion du pH, où on a tendance à observer en hydroponie que le pH, et surtout en fertilisation organique, a tendance à augmenter. Et du coup, il va falloir qu'on ait recours à une acidification de la solution pour pouvoir le faire baisser. Et là, on se heurte un peu dans le thème de l'économie circulaire, à trouver des produits qui sont utilisables avec cette notion. Au niveau de l'électroconductivité, en fait, là, on se heurte à un deuxième problème, puisque les molécules organiques, elles n'impactent pas directement sur cette électroconductivité. Donc, ça ne va pas nous permettre de piloter la fertilisation en tant que telle. Et aussi, au niveau de l'accumulation de matière, ce que je vous disais, si on apporte trop de matière organique, il peut y avoir des impacts, et sur les plantes et les micro-organismes, mais aussi des risques d'encrassage très concrètement du système. Au niveau de l'essai qu'on a conduit, là je vous présente les 3 produits qu'on a sélectionnés et testés. Alors c'était un peu aussi par opportunisme d'avoir ces produits, je vous le cache pas. Donc le produit J, c'est un jus de biodéchets oxygéné qui nous a été fourni par les alchimistes. Et en fait il a été obtenu par pressage du jus de biodéchets en fait, avant des déchets qui sont utilisés pour utiliser le compost qu'on a utilisé dans la précédente action. Donc c'est un jus de biodéchets qui a des teneurs faibles en éléments essentiels, mais qui contient beaucoup d'oligo-éléments. Au niveau du produit qu'on nommera V par la suite, c'est un fertilisant liquide à base de résidus végétaux qui contient essentiellement de la vinasse de betterave et des extraits de mélasse concentrée. Et c'est un produit qui est assez riche en phosphore. Et au niveau du troisième produit qu'on nommera U, c'est un produit à base d'urine humaine traitée. Et donc là, c'est une urine humaine qui est nitrifiée, hygiénisée bien sûr et concentrée. Et là, il y a beaucoup plus de teneur en azote. Et par contre, on a observé des teneurs faibles en phosphore et potassium. Donc au niveau de l'essai qu'on a mis en place, on a mis 2 essais en parallèle. Un essai avec un système sans plantes, vraiment pour comprendre la mise en œuvre en fait, des mécanismes de minéralisation de la matière organique sans avoir l'impact en fait, des plantes. Et à part des contraintes de temps et de mise en place des expérimentations, on a réalisé en parallèle, donc vraiment en même temps, sur système planté. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment d'évaluer le comportement du système face aux apports de solutions brutes aux plantes. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte à la fin, je vous dis un peu la conclusion, c'est que là, voilà, il y a vraiment nécessité de faire une minéralisation préalable des matières organiques pour pouvoir normalement apporter ensuite dans le système. Donc Laura vous montrera très bien dans les résultats ce qu'on a pu observer de ce fait de la mise en parallèle de ces expérimentations. Donc au niveau du système qu'on a utilisé, c'est le système d'Agripolis. Donc comme Guillaume le disait, c'est des tours verticales et c'est en circuit fermé. Donc là, on l'a alimenté par des bacs pour absolument contrôler tout ce qu'on apportait. Et donc il y avait 9 colonnes. Donc comme on a testé 3 produits, on était limité en nombre de produits testés. Donc on a mis 3 colonnes par modalité. Et chaque colonne en fait a un potentiel de 52 plantes, mais pour laisser un peu de place au développement, on a fait moitié de tomates et moitié de basilic, donc à peu près le même nombre chacun sur chaque colonne. Et du coup, je vais laisser la parole à Laura pour présenter un peu plus les résultats. Alors, les résultats d'abord sur le système sans plantes, donc le suivi de minéralisation qu'on a effectué. Donc je replace les choses dans leur contexte. On avait donc 3 bacs avec les 3 solutions et dans ces bacs on a mis des biofiltres. Donc c'est des supports qui sont censés aider la colonisation, qui sont censés être colonisés par les bactéries, pour que ces bactéries se développent et nitrifient les solutions. Et donc les bacs comportaient aussi un système d'aération utilisable en aquariophilie, donc pour aérer la solution. Donc dans ces bacs-là, on a fait un suivi quasi journalier des paramètres NH4 et NO3 pour voir l'évolution en fait. Donc sur le graphique là, vous avez ce qu'on s'attend à voir en fait s'il y a minéralisation, donc une diminution des taux de NH4 concomitante avec une augmentation des taux de NO3- qui signifie qu'on a bien le passage d'une forme à l'autre de l'azote. Donc ce qu'on a pu observer nous sur le suivi, donc là c'est avec la solution J. Bon, on a des courbes qui sont un peu moins jolies que dans la théorie, mais on a bien observé en fait la minéralisation. On a cette diminution des NH4 qui est concomitante avec une augmentation des nitrates, et donc c'est survenu assez rapidement parce qu'on est dans les bonnes conditions. On s'est mis dans des conditions d'obscurité, de concentration en NH4 assez faible comme disait Élise. Donc on a observé, on a cyclé le système en fait, comme on dit en hydroponie, en aquaponie pardon. Non, en aquaponie.
donc en 13 jours. Avec la solution V, donc composée de vinasse, on a eu aussi cyclage du système, mais au bout de 21 jours. Et avec la solution à base d'urine, on a des conclusions qui sont un peu moins nettes. En fait, on a bien une augmentation de nitrate, mais qui n'est pas vraiment concomitante avec une grosse baisse des NH4. Donc on ne peut pas vraiment conclure à une mise en place de la minéralisation. Voilà, la conclusion de ce petit essai qui était en parallèle, c'est que visiblement dans des conditions adaptées, donc luminosité, bonne aération et concentration limitée en azote ammoniacal, le cyclage est possible et c'est assez simple à mettre en place. Donc on peut imaginer qu'on pourrait faire ça à l'échelle d'un particulier ou peut-être après le transposer pour les professionnels, mais en tout cas on a pu observer que c'était assez simple à réaliser. Donc l'idée c'était de pouvoir normalement transférer cette solution qui est nitrifiée au système planté, ce qu'on n'a pas pu faire dans les faits, mais c'était le principe. Donc là, je vais vous parler de la production végétale qu'on a obtenue sur ce système, auquel on a apporté les solutions brutes, donc non nitrifiées. C'était des solutions organiques directement. Et donc on peut observer que le résultat est variable suivant les modalités. Donc en haut, on a bien le jus de biodéchets. On voit qu'il y a un développement très faible des tomates tout au long des semaines. Un développement un peu meilleur avec le jus à base de vinasse qui contenait déjà un peu d'azote ammoniacal, alors qu'il n'y avait vraiment pas d'azote organique minéral dans la solution J. Et puis la dernière solution, donc la solution à base d'urine, qui a donné de meilleurs résultats forcément, parce que dans cette solution, comme l'a dit Élise, l'azote est déjà minéralisé. Donc voilà pour l'évolution. Donc là, on a les courbes de croissance qui traduisent ce qu'on vient de voir sur les photos et qui traduisent aussi, ça j'en ai pas parlé, le blocage qu'on a vu. Donc jusqu'en 5e semaine, on n'a eu vraiment aucune croissance. Les plantes étaient bloquées à l'état de plant, enfin, comme on les a reçues en fait. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment un problème d'apport nutritif. Et donc on suppose que jusqu'à cette 5e semaine, il n'y avait pas de minéralisation. Enfin, on peut aussi penser que les facteurs extérieurs sont rentrés en jeu, notamment la température de l'eau et la température de l'air, qui font qu'on a eu ce blocage jusqu'à 5e semaine. Puis dès que la croissance est partie, on a observé vraiment une différence entre la solution à base d'urine qui a permis une croissance significativement plus importante. Et donc ça s'est traduit sur les rendements qu'on a obtenus, donc qui sont présentés ici. Donc il reste des rendements très faibles au niveau de la production, parce qu'on était vraiment dans des conditions où on apportait très peu de solutions et on ne les a pas complémentées. Donc on était forcément en déficit sur plein d'éléments, mais le but c'était de voir ce qu'on pouvait faire de la manière la plus simple possible. Donc on a quand même une production. Et il y avait une certaine proportion de fruits verts à la fin de la saison. On était quand même en octobre, donc ça signifie qu'on aurait peut-être pu continuer la production si on avait été dans des conditions plus favorables, sous le tunnel, quoi. Donc ici, on a la qualité de la production représentée. En fait, on a fait des calibrages des productions et donc on voit bien qu'avec la modalité J, avec le jus de biodéchets, on avait énormément de tout petits fruits, donc en fait, les tomates sont arrivées à maturité de manière prématurée. Il y avait vraiment un problème il n'y avait pas d'éléments dans la fertilisation, donc on avait une mauvaise production. Avec le produit à base de vinasse, on avait une proportion un petit peu plus importante de gros fruits. C'est à relier au fait qu'il y avait une richesse en phosphore un peu plus importante dans cette solution. Et puis sur la solution U, enfin à base d'urine, la récolte était assez homogène, donc c'est assez intéressant. Par rapport à l'essai qu'on a mené sur substrat, on avait des calibres plus petits de fruits, mais on avait une bonne qualité visuelle par contre des fruits. Et puis une récolte plus facile sur les modalités U avec l'urine par rapport aux deux autres modalités où les fruits étaient vraiment fermement accrochés sur les végétaux et plus difficiles à récolter en fait. Et en fait, avec une de ces modalités, on a fait des tests organoleptiques. Donc Théo vous en parlera plus tard, où on a comparé les produits issus de l'hydroponie fertilisée avec l'urine avec les produits qu'on a produits sur certains substrats qu'on a sélectionnés. Et ce sera l'affaire de Théo qui arrive après. Donc sur les basiliques, on a pu observer le jus de biodéchets et la solution à base de vinasse ont donné
des moindres qualités. Donc avec l'urine, on avait une meilleure coloration et des plants plus compacts. Donc sur le basilic, on a vraiment pu observer des gros problèmes, enfin, des grosses marques de carence et des problèmes de fertilité, plus que sur la tomate qui est plus résistante. Ici, on a les cinétiques de croissance. Donc on voit que le jus de biodéchets, on a toujours l'urine qui permet une meilleure croissance. Et puis ici, par contre, le jus de biodéchets qui a permis une meilleure croissance que le jus à base de vinasse. Mais quand on regarde les rendements, on voit que la solution à base de vinasse a produit plus en masse. Donc en fait, on avait juste des plants qui étaient plus grands mais plus étiolés avec le jus à base de biodéchets. Puis les différences sont moins importantes que sur la tomate quand même au niveau du basilic entre l'urine et les deux autres solutions. Un autre point aussi qu'on a noté, c'est sur le développement racinaire. On a pu observer que avec la solution de jus de biodéchets, on avait un chevelu racinaire vraiment plus long, alors qu'on avait une partie végétative plus faible. On peut penser que c'est les phytohormones qui sont contenus dans le jus de biodéchets, potentiellement, qui ont permis cette croissance plus développée des racines. Donc voilà à peu près ce qu'on avait à dire sur la production végétale. Au niveau des aspects économiques, pour donner quelques petites idées, le jus de biodéchets oxygéné, mais il n'y avait pas de tarification puisque c'est pas un produit commercialisé, donc il était gratuit. Mais ça peut se rapprocher de prix de Lixivia, pas de Lixivia de compost, de thé de compost, pardon, qui sont vendus dans le commerce. Donc là, on serait à des prix assez élevés. La solution à base de jus de vinasse, c'était 3 € le litre. Et la solution à base d'urine nitrifiée, c'était 9 € le litre. Donc on a un produit qui est forcément plus cher parce qu'il doit être traité et hygiénisé avant utilisation. Au niveau des bilans de consommation, on a essayé de voir quelles étaient les modalités qui étaient les plus consommatrices. Donc forcément, sur la modalité à base d'urine, on a une consommation en eau plus importante parce qu'on avait un développement plus important des plants qui donc demandaient plus. Et en termes de litrage de solutions utilisées, par contre, donc sur les 3 mois de culture, enfin sur toute la culture, on a utilisé uniquement 3 litres d'urine, donc c'est assez peu, et également de vinasse et de mélasse, donc on a vraiment apporté des microdoses de fertilisation. Et par contre, sur le jus de biodéchets, on a apporté des plus grosses quantités, mais ça n'a pas donné l'effet attendu. Et donc on a reporté aussi les solutions de fertilisation, d'acidification, pardon. Donc on a apporté à peu près la même acidification à toutes les modalités. Donc voilà, en conclusion, malgré les nombreux facteurs limitants qu'on avait pour cet essai, on a pu voir que le produit à base d'urine a donné une certaine productivité, pas satisfaisante forcément pour un producteur, mais peut-être satisfaisante pour un particulier. On avait quand même une belle production et un bel effet sur la culture. Donc ce serait à ajuster pour un modèle plus productif, donc à combiner avec d'autres fertilisations potentiellement. Donc on voit que l'urine est intéressante parce qu'elle contient de l'azote déjà minéralisé qui pourrait potentiellement remplacer les engrais azotés. Mais il y a des freins à lever, donc notamment le coût dont j'ai parlé tout à l'heure, l'acceptation par le public et puis les freins réglementaires aussi. On ne peut pas utiliser de l'urine comme bon nous semble. Et puis pour parler un peu du système de production qu'on a utilisé, le fait qu'on était sur un système vertical et en circuit fermé, ça a amené des difficultés supplémentaires à la mise en place de ce système en bioponie. Donc ce serait peut-être des solutions à tester sur des autres systèmes qui seraient plus simples, qui seraient peut-être pas complètement fermés ou peut-être plus horizontales, parce que là on a eu en plus des problèmes de perte d'eau et voilà. Mais par contre, le système est intéressant pour la bioponie parce qu'il permet une bonne oxygénation de la solution, puisque la solution est constamment à l'extérieur et en train de circuler. Donc ça, c'est un bon point. Donc on a eu des résultats corrects, mais on était à petite échelle aussi. C'est-à-dire qu'en bioponie, il y a souvent des problèmes d'encrassement du système qui sont rapportés. Nous, on ne l'a pas vu, mais parce qu'on était sur un petit modèle, on avait peu de colonnes aussi, donc peut-être qu'à plus grande échelle, on aurait eu ces problèmes d'encrassement du système. Donc on se pose la question de la transposabilité sur une échelle plus grande. Et puis il reste un travail à faire sur les mécanismes de minéralisation, leur compréhension pour pouvoir mieux les gérer. Et donc
et donc diffuser la bioponie. Voilà, voilà. Très bien. Alors on a assez peu de temps, mais on a 5 minutes, 5-7 minutes de questions, donc peut-être 3 questions qu'on peut prendre. Est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent? Il y a Serge là-bas au fond. Merci, bonjour. Oui, alors, moi ce qui m'étonne un peu là, c'est que la fertilisation, en fait, c'était uniquement de transformer enfin, de l'ammoniac quelque part ou de l'urée en nitrate. Mais vous n'apportez pas de calcium, de potassium, de magnésium, qui sont des éléments quand même, des macro-éléments essentiels, notamment pour des cultures de tomates, quoi. C'est sûr qu'on aura du mal à faire de la tomate uniquement avec des nitrates, quoi. Voilà, enfin bon, c'est l'interrogation. Ensuite, un moment sur une diapositive, vous parlez d'acidification. C'était quoi l'acidification en question? Du coup, sur le premier élément, c'est vrai que là, on est passé aussi vite sur la composition des différentes solutions. Et bien sûr, on a mis en évidence la minéralisation sur tout ce qui est de l'azote organique à l'azote minéral. Mais bien sûr que la minéralisation, là, c'était qu'un exemple pour souligner et expliquer le mécanisme. Mais il y avait d'autres molécules dans les solutions. Clairement, oui, le jus de biodéchets était très faible en éléments essentiels pour les plantes, mais les autres solutions en contenaient, et il y a tout le détail dans le compte rendu, du coup, là on n'a pas trop le temps d'aller dans le détail, mais bien sûr qu'il y en avait et qu'elles n'étaient pas uniquement constituées d'azote. Effectivement, on avait conscience qu'on était en train de cultiver et qu'on allait avoir des carences. Mais l'idée, c'était de se placer dans la peau d'un agriculteur urbain qui ne va pas faire le mélange optimal comme un hydroponiste chevronné pour avoir la meilleure production. On ne cherche pas la productivité à tout prix, on cherche un équilibre entre quelque chose qui soit facile à mettre en œuvre et qui permette une production. Donc on avait conscience de ces carences. Et la deuxième question, c'était sur l'acidification. On a utilisé de l'acide citrique, le produit acical. Et donc, vous cherchiez à corriger le pH à ce moment-là, pour le ramener à quel niveau? Alors, en fait, tout dépend déjà de l'eau d'utiliser. Alors, nous, on était sur l'eau du réseau de ville et on est dans une région très calcaire. Donc, notre eau de base, déjà, elle a un pH de 8, quasiment. Donc, ce qui était très contraignant, en fait, pour la mise en culture de nos plantes. Parce que, là, c'est bien comme on l'a présenté, les micro-organismes, ils aiment bien ce pH, mais alors les plantes, beaucoup moins. Donc, on fallait acidifier en permanence pour réussir à redescendre ce pH et qu'il jongle, en fait, parce que dans le compte rendu, on a mis le schéma justement de la disponibilité des éléments, et suivant le pH, les éléments sont plus ou moins disponibles. Exact. Donc le but, c'était justement de réussir à jongler, et quand on a une eau très dure, il faut sans cesse acidifier. D'accord. Et quel était l'acide utilisé? Et c'est ce que disait Laura, c'était l'acide citrique, c'était le produit acical. De l'acide citrique. Oui. D'accord, d'accord. Impressionnant. Donc oui, très intéressant. Oui. Bon. Et oui, ça a été une grosse problématique, l'acidification. Et en fait, quand je parlais j'ai pas détaillé, mais le fait qu'on était sur ce système en circuit fermé et qu'il y avait des pertes en eau, on devait sans cesse rapporter de l'eau au système. Et cette eau qui avait un pH très haut, donc c'était difficile d'acidifier parce qu'on ramenait encore bref, ça a été tout un problème. La conclusion, c'est qu'il faut utiliser de l'eau de pluie. D'autres remarques ou d'autres questions? Une remarque, enfin, après, si on travaille avec des pH relativement élevés, justement pour maintenir la nitrification, là, il y aura des problèmes de disponibilité des oligo-éléments. Et donc là, si on n'a pas des formulations d'oligo-éléments adaptées, notamment des chélates, on va un peu droit dans le mur en termes de carence. Voilà, c'était pour rajouter un peu l'information. Merci. Juste une remarque quand même, dans les protocoles qu'on a développés, on a volontairement aussi accentué le fait de 100% bioponique avec zéro intrant chimique extérieur. Ce qui était aussi un parti pris un peu expérimental. On est conscient que dans la réalité, pour ne pas citer certains agriculteurs là-bas, ils mélangent les deux. Quand ils font de la bioponie, elle est rarement 100% fertilisant naturel comme on a pu le tester là. Bonjour, Antoine Cusset d'Agripolis. Une question pour revenir sur les tests organoleptiques. Je ne sais pas si vous allez y répondre après, mais en termes de qualité gustative, est-ce qu'il
il y a des études qui ont été faites, ou est-ce que vous avez pu analyser des différences entre, disons, 100% organique et un mix organo-minéral et des productions en 100% minéral? Parce que je sais qu'il y a un peu de débat là-dessus, sur la qualité gustative du produit suivant le fertilisant utilisé. Je sais pas si Bah, sur Théo, mais en fait, on a testé plusieurs. En fait, on a juste comparé hydro avec urine versus tomate produite en pleine terre, enfin pleine terre, en substrat. Mais par contre, sur le substrat, On n'a pas testé différentes modalités d'hydro. Ouais. Mais sur le substrat, on avait une modalité substrat fertilisé avec une fertilisation minérale et une modalité avec les composts. Donc on a un peu la comparaison organique-minérale, mais on l'a pas fait sur l'hydro, non. Et ça sera une discussion qu'on aura juste après. Je sais pas, j'arrive pas à voir Théo là, mais Là. il est pas loin. Voilà. Il va en parler juste après, justement, de ses résultats de laboratoire. Allez, une dernière question, comme ça on est parfaitement dans les temps. Si on n'a pas, on est encore plus parfait. Alors il n'y en a pas, donc on y va. Merci encore, mesdames, mesdemoiselles.